Mon ami m'avait promis de m'emmener promener. Au bord de l'eau, mon pied fit un écart, je suis tombée. Croyez-vous qu'il me sauva? Il ne m'aimait pas assez. Et le courant m'emporta, depuis le temps a passé. Moi, je suis faite pour dormir au fil de l'eau qui se défile. Et rien ne peut me retenir, à part mon sommeil tranquille. Aux herbes rouges de l'été, j'ai glissé ma chevelure brune. Elles ne m'ont jamais réveillée de cette course en eau profonde. Bonsoir et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver, c'est l'été, j'espère que vous passez de bonnes vacances et pour ceux qui n'en ont pas, j'espère quand même que vous allez bien et que vous vivez bien sous la chaleur. Eh bien, je vais poursuivre ce soir la lecture de Nana d'Émile Zola. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Pas possible, dit Vendeuvre, stupéfait et mis en gaieté. Ma parole, j'ai dû jurer de lui amener. Je viens un peu pour ça. Tous deux eurent un rire silencieux. Et Vendeuvre, se hâtant, rentrant dans le cercle des dames, s'écria. Je vous affirme au contraire que Monsieur de Bismarck est très spirituel. Tenez, il a dit, un soir, devant moi, un mot charmant. Cependant, la Faloise, ayant entendu les quelques paroles rapides, échangées à demi-voix, regardait Fauchery, espérant une explication qui ne vint pas. De qui parlait-on? Que faisait-on le lendemain à minuit? Il ne lâcha plus son cousin. Celui-ci était allé s'asseoir. La comtesse Sabine surtout l'intéressait. On avait souvent prononcé son nom devant lui. Il savait que, mariée à 17 ans, elle devait en avoir 34 et qu'elle menait depuis son mariage une existence cloîtrée entre son mari et sa belle-mère. Dans le monde, les uns la disaient d'une froideur de dévote. Les autres la plaignaient en rappelant ses beaux rires, ses grands yeux de flamme, avant qu'on l'enfermât au fond de ce vieil hôtel. Fauchery l'examinait et hésitait. Un de ses amis, mort récemment, capitaine au Mexique, lui avait, la veille même de son départ, au sortir de table, fait une de ces confidences brutales que les hommes les plus discrets laissent échapper à de certains moments. Mais ses souvenirs restaient vagues. Ce soir-là, on avait bien dîné. Et il doutait, en voyant la comtesse au milieu de ce salon antique, vêtue de noir, avec son tranquille sourire. Une lampe, placée derrière elle, détachait son fin profil de brune potelée où la bouche seule un peu épaisse mettait une sorte de sensualité impérieuse. Qu'ont-ils donc avec leur Bismarck, murmura la Faloise, qui posait pour s'ennuyer dans le monde. On crève ici. Une drôle d'idée que tu as eue de vouloir venir. Fauchery l'interrogea brusquement. Dis donc, la comtesse ne couche avec personne? Ah non, non, mon cher, balbutia-t-il, visiblement démonté, oubliant sa pose. Où crois-tu donc être? Puis, il eut conscience que son indignation manquait de chic. Il ajouta, en s'abandonnant au fond du canapé. Dame, je dis non, mais je n'en sais pas davantage. Il y a un petit là-bas, ce four-camon qu'on trouve dans tous les coins. On en a vu de plus raides que ça, bien sûr. Moi, je m'en fiche. Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est que si la comtesse s'amuse à cascader, elle est encore maligne, car ça ne circule pas. Personne n'en cause. Alors, sans que Fauchery prît la peine de le questionner, il lui dit ce qu'il savait sur les Muffat. Au milieu de la conversation de ces dames, qui continuaient devant la cheminée, tous deux baissaient la voix. Et l'on aurait cru, à les voir cravatés et gantés de blanc,
qu'il traitait en phrases choisies quelques sujets graves. Donc, la maman Muffa, que la Faloise avait beaucoup connue, était une vieille insupportable, toujours dans les curés. D'ailleurs, un grand air, un geste d'autorité qui pliait tout devant elle. Quant à Muffa, fils tardif d'un général créé comte par Napoléon Ier, il s'était naturellement trouvé en faveur après le 2 décembre. Lui aussi manquait de gaieté, mais il passait pour un très honnête homme d'un esprit droit. Avec ça, des opinions de l'autre monde et une si haute idée de sa charge à la cour, de ses dignités et de ses vertus, qu'il portait la tête comme un saint sacrement. C'était la maman Muffa qui lui avait donné cette belle éducation. Tous les jours, à confesse, pas d'escapade, pas de jeunesse d'aucune sorte. Il pratiquait, il avait des crises de foi d'une violence sanguine, pareille à des accès de fièvre chaude. Enfin, pour le peindre d'un dernier détail, la Faloise lâcha un mot à l'oreille de son cousin. « Pas possible, dit ce dernier. On me l'a juré, parole d'honneur. » Il l'avait encore quand il s'est marié. Fauchery riait en regardant le comte dont le visage, encadré de favoris, sans moustache, semblait plus carré et plus dur depuis qu'il citait des chiffres à Steiner qui se débattaient. « Ma foi, il a une tête à ça, murmura-t-il, un joli cadeau qu'il fait à sa femme. Ah, la pauvre petite, a-t-il dû l'ennuyer? Elle ne sait rien de rien, je parie. » Justement, la comtesse Sabine lui parlait. Il ne l'entendit pas. Tellement il trouvait le cas de Muffa plaisant et extraordinaire, elle répéta sa question. « Monsieur Fauchery, est-ce que vous n'avez pas publié un portrait de Monsieur Bismarck? Vous lui avez parlé. » Il se leva vivement, s'approcha du cercle des dames, tâchant de se remettre, trouvant d'ailleurs une réponse avec une aisance parfaite. « Mon Dieu, madame, je vous avouerai que j'ai écrit ce portrait sur des biographies parues en Allemagne. Je n'ai jamais vu Monsieur Bismarck. » Il resta près de la comtesse. Tout en causant avec elle, il continuait ses réflexions. Elle ne paraissait pas son âge, on lui aurait donné au plus 28 ans. Ses yeux surtout gardaient une flamme de jeunesse que de longues paupières noyaient d'une ombre bleue. Grandie dans un ménage désuni, passant 1 mois près du marquis de Choir et 1 mois près de la marquise, elle s'était mariée très jeune. À la mort de sa mère, poussée sans doute par son père qu'elle gênait. Un terrible homme, le marquis, et sur lequel d'étranges histoires commençaient à courir, malgré sa haute piété. Fauchery demanda s'il n'aurait pas l'honneur de le saluer. Certainement, son père viendrait, mais très tard. Il avait tant de travail. Le journaliste, qui croyait savoir où le vieux passait ses soirées, resta grave. Mais un signe qu'il aperçut à la joue gauche de la comtesse, près de la bouche, le surprit. Nana avait le même, absolument. C'était drôle, sur le signe, de petits poils frisaient, seulement les poils blonds de Nana étaient chez l'autre d'un noir de jais. N'importe, cette femme ne couchait avec personne. « J'ai toujours eu envie de connaître la reine Augusta, disait-elle. On assure qu'elle est si bonne, si pieuse. Croyez-vous qu'elle accompagnera le roi? » « On ne le pense pas, madame, répondit-il. Elle ne couchait avec personne. Cela sautait aux yeux. Il suffisait de la voir près de sa fille, si nulle et si guindée sur son tabouret. Ce salon sépulcral, exhalant une odeur d'église, disait assez sous quelle main de fer, au fond de quelle existence rigide, elle restait pliée. Elle n'avait rien mis d'elle dans cette demeure antique, noire d'humidité. C'était Muffa qui s'imposait, qui dominait, avec son éducation dévote, ses pénitences et ses jeûnes. Mais la vue du petit vieillard, aux dents mauvaises et au sourire fin, qu'il découvrit tout à coup dans son fauteuil derrière les dames, fut pour lui un argument plus décisif encore. Il connaissait le personnage Théophile Venot, un ancien avoué qui avait eu la spécialité des procès ecclésiastiques.
Il s'était retiré avec une belle fortune. Il menait une existence assez mystérieuse, reçu partout, salué très bas, même un peu craint, comme s'il eût représenté une grande force, une force occulte qu'on sentait derrière lui. D'ailleurs, il se montrait très humble. Il était marguillier à la Madeleine et avait simplement accepté une situation d'adjoint à la mairie du 9e arrondissement pour occuper ses loisirs, disait-il. Fichtre, la comtesse était bien entourée. Rien à faire avec elle. Tu as raison, on crève ici, dit Fauchery à son cousin, lorsqu'il se fut échappé du cercle des dames. Nous allons filer. Mais Stenner, que le comte Muffat et le député venaient de quitter, s'avançait furieux, suant, grognant à demi-voix. Parbleu, qu'ils ne disent rien s'ils veulent ne rien dire, j'en trouverai qui parleront. Puis, poussant le journaliste dans un coin et changeant de voix d'un air victorieux, « Hein, c'est pour demain ? J'en suis, mon brave. »« Ah !» murmura Fauchery étonné. « Vous ne saviez pas ? Oh, j'ai eu un mal pour la trouver chez elle. Avec ça, Mignon ne me lâchait plus. » « Mais ils en sont, les Mignons. »« Oui, oui, elle me l'a dit. Enfin, elle m'a donc reçue et elle m'a invitée. Minuit précis, après le théâtre. » Le banquier était rayonnant. Il cligna les yeux, il ajouta en donnant au mot une valeur particulière. « Ça y est, vous ? » « Quoi donc ?» dit Fauchery qui affecta de ne pas comprendre. « Elle a voulu me remercier de mon article, alors elle est venue chez moi. »« Oui, oui, vous êtes heureux, vous autres. On vous récompense. »« À propos, qui est-ce qui paie demain ?» Le journaliste ouvrit les bras comme pour déclarer qu'on n'avait jamais pu savoir, mais Vandeuvre appelait Stenner qui connaissait M. de Bismarck. Madame du Jonquois était presque convaincue. Elle conclut par ces mots. « Il m'a fait une mauvaise impression. Je lui trouve le visage méchant, mais je veux bien croire qu'il a beaucoup d'esprit. Cela explique ses succès. »« Sans doute, » dit avec un pâle sourire le banquier, un juif de Francfort. Cependant, la Falloise osait cette fois interroger son cousin, le poursuivant, lui glissant dans le cou. « On soupe donc chez une femme demain soir ? C'est qui, hein ? Chez qui ?» Fauchery fit un signe qu'on les écoutait. Il fallait être convenable. De nouveau, la porte venait de s'ouvrir et une vieille dame entrait, suivie d'un jeune homme dans lequel le journaliste reconnut l'échappée de collège qui, le soir de la blonde Vénus, avait lancé le fameux « très chic » dont on causait encore. L'arrivée de cette dame remuait le salon. Vivement, la comtesse Sabine s'était levée pour s'avancer à sa rencontre et elle lui avait pris les deux mains. Elle la nommait sa chère dame Hugon. Voyant son cousin regarder curieusement cette scène, la Falloise, afin de le toucher, le mit au courant en quelques mots brefs. Madame Hugon, veuve d'un notaire retiré aux Fondettes, une ancienne propriété de sa famille près d'Orléans, conservait un pied-à-terre à Paris dans une maison qu'elle possédait rue de Richelieu. Y passait en ce moment quelques semaines pour installer son plus jeune fils, qui faisait sa première année de droit, était autrefois une grande amie de la marquise de Choir et avait vu naître la comtesse, qu'elle gardait des mois entiers chez elle avant son mariage et qu'elle tutoyait même encore. « Je t'ai amené Georges, » disait madame Hugon à Sabine. « Il a grandi, j'espère. » Le jeune homme, avec ses yeux clairs et ses frisures blondes de fille déguisée en garçon, saluait la comtesse sans embarras, lui rappelait une partie de volant qu'ils avaient faite ensemble 2 ans plus tôt, aux Fondettes. « Philippe n'est pas à Paris ?» demanda le comte Muffat. « Oh non, » répondit la vieille dame, « il est toujours en garnison à Bourges. » Elle s'était assise, elle parlait orgueilleusement de son fils aîné, un grand gaillard qui, après s'être engagé dans un coup de tête, venait d'arriver très vite au grade de lieutenant. Toutes ces dames l'entouraient d'une respectueuse sympathie. La conversation reprit, plus aimable et plus délicate. Et Fauchery,
À voir là cette respectable Madame Hugon, cette figure maternelle éclairée d'un si bon sourire entre ses larges bandeaux de cheveux blancs, se trouva ridicule d'avoir soupçonné un instant la comtesse Sabine. Pourtant, la grande chaise de soie rouge capitonnée, où la comtesse s'asseyait, venait d'attirer son attention. Il la trouvait d'un ton brutal, d'une fantaisie troublante dans ce salon enfumé. À coup sûr, ce n'était pas le comte qui avait introduit ce meuble de voluptueuse paresse. On aurait dit un essai, le commencement d'un désir et d'une jouissance. Alors, il s'oublia, rêvant, revenant quand même à cette confidence vague reçue un soir dans le cabinet d'un restaurant. Il avait désiré s'introduire chez les Muffat, poussé par une curiosité sensuelle, puisque son ami était resté au Mexique. Qui sait? Il fallait voir. C'était une bêtise sans doute. Seulement l'idée le tourmentait. Il se sentait attiré, son vice mis en éveil. La grande chaise avait une mine chiffonnée, un renversement de dossier qui l'amusait maintenant. Eh bien, partons-nous ? Demanda la Faloise en se promettant d'obtenir dehors le nom de la femme chez qui on soupait. Tout à l'heure, répondit Fauchery. Et il ne se pressa plus. Il se donna pour prétexte l'invitation qu'on l'avait chargé de faire et qui n'était pas commode à présenter. Les dames causaient d'une prise de voile, une cérémonie très touchante dont le Paris mondain restait tout ému depuis 3 jours. C'était la fille aînée de la baronne de Fougeray qui venait d'entrer aux Carmélites, par une vocation irrésistible. Madame Chantereau, un peu cousine des Fougeray, racontait que la baronne avait dû se mettre au lit le lendemain, tellement les larmes l'étouffaient. « Moi, j'étais très bien placée, » déclarait Léonide. « J'ai trouvé ça curieux. » Cependant, Madame Hugon plaignait la pauvre mère. Quelle douleur de perdre ainsi sa fille. « On m'accuse d'être dévote, dit-elle avec sa tranquille franchise. Cela ne m'empêche pas de trouver bien cruel les enfants qui s'entêtent dans un pareil suicide. »« Oui, c'est une terrible chose, » murmura la comtesse avec un petit grelottement de frileuse, en se pelotonnant davantage au fond de sa grande chaise devant le feu. Alors, ces dames discutèrent, mais leur voix demeurait discrète. De légers rires par moments coupaient la gravité de la conversation. Les 2 lampes de la cheminée recouvertes d'une dentelle rose les éclairaient faiblement et il n'y avait sur des meubles éloignés que 3 autres lampes qui laissaient le vaste salon dans une ombre douce. Stener s'ennuyait. Il racontait à Fauchery une aventure de cette petite dame de Chézeul, qu'il appelait Léonide tout court, une bougresse, disait-il en baissant la voix, derrière les fauteuils de ces dames. Fauchery la regardait dans sa grande robe de satin bleu pâle, drôlement posée sur un coin de son fauteuil, mince et hardie comme un garçon, et il finissait par être surpris de la voir là. On se tenait mieux chez Caroline Equet, dont la mère avait sérieusement monté la maison. C'était tout un sujet d'article. Quel singulier monde que ce monde parisien. Les salons les plus rigides se trouvaient envahis. Évidemment, ce silencieux Théophile Venotte, qui se contentait de sourire en montrant ses dents mauvaises, devait être un legs de la défunte comtesse, ainsi que les dames d'âge mûr, Madame Chantereau et Madame du Joncois, et 4 ou 5 vieillards immobiles dans les angles. Le comte Muffat amenait des fonctionnaires ayant cette correction de tenue qu'on aimait chez les hommes aux Tuileries. Entre autres, le chef de bureau, toujours seul au milieu de la pièce, la face rasée et les regards éteints, sanglé dans son habit, au point de ne pouvoir risquer un geste, presque tous les jeunes gens et quelques personnages de haute manière venaient du marquis de Choir, qui avait gardé des relations suivies dans le parti légitimiste, après s'être rallié en entrant au Conseil d'État. Restait Léonide de Chézeul,
Stener, tout un coin louche, sur lequel Madame Hugon tranchait avec sa sérénité de vieille femme aimable. Et Fauchery, qui voyait son article, appelait ça le coin de la comtesse Sabine. Une autre fois, continuait Stener tout bas, Léonide a fait venir son ténor à Montauban. Elle habitait le château de Beaurecueil, 2 lieues plus loin, et elle arrivait tous les jours dans une calèche attelée de 2 chevaux pour le voir au Lion d'Or où il était descendu. La voiture attendait à la porte. Léonide restait des heures pendant que le monde se rassemblait et regardait les chevaux. Un silence s'était fait. Quelques secondes solennelles passèrent sous le haut plafond. 2 jeunes gens chuchotaient, mais ils se turent à leur tour. Et l'on n'entendit plus que le pas étouffé du comte Muffat qui traversait la pièce. Les lampes semblaient avoir pâli. Le feu s'éteignait. Une ombre sévère noyait les vieux amis de la maison dans les fauteuils qu'ils occupaient là depuis 40 ans. Ce fut comme si, entre 2 phrases échangées, les invités eussent senti venir la mère du comte avec son grand air glacial. Déjà, la comtesse Sabine reprenait. Enfin, le bruit en accourut. Le jeune homme serait mort, et cela expliquerait l'entrée en religion de cette pauvre enfant. On dit d'ailleurs que jamais monsieur de Fougeray n'aurait consenti au mariage. On dit bien d'autres choses, s'écria Léonide, étourdiment. Elle se mit à rire. Tout en refusant de parler, Sabine, gagnée par cette gaieté, porta son mouchoir à ses lèvres. Et ses rires, dans la solennité de la vaste pièce, prenaient un son dont Fauchery resta frappé. Il sonnait le cristal qui se brise. Certainement, il y avait là un commencement de fêlure. Toutes les voix repartirent. Madame du Joncois protestait. Madame Chantreau savait qu'on avait projeté un mariage, mais que les choses en étaient restées là. Les hommes eux-mêmes risquaient leur avis. Ce fut, pendant quelques minutes, une confusion de jugements où les divers éléments du salon, les bonapartistes et les légitimistes, mêlés sceptiques mondains, donnaient à la fois et se coudoyaient. Estelle avait sonné pour qu'on mît du bois au feu. Le valet remontait les lampes, on eût dit un réveil. Fauchery souriait comme mise à l'aise. Parbleu, elles épousent Dieu lorsqu'elles n'ont pu épouser leur cousin, dit entre ses dents Vendeuvre, que cette question ennuyait et qui venait rejoindre Fauchery. Mon cher, avez-vous jamais vu une femme aimer se faire religieuse? Il n'attendit pas la réponse, il en avait assez et à demi-voix. Dites donc, combien serons-nous demain? Il y aura les mignons, Stener, vous, Blanche et moi. Qui encore? Caroline, je pense, Simone, Gaga sans doute. On ne sait jamais au juste, n'est-ce pas? Dans ces occasions, on croit être 20 et l'on est 30. Vendeuvre, qui regardait les dames, sauta brusquement à un sujet. Elle a dû être très bien, cette dame du Joncois, il y a 15 ans. La pauvre Estelle s'est encore allongée. En voilà une jolie planche à mettre dans un lit. Mais il s'interrompit, il revint au souper du lendemain. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans ces machins-là, c'est que ce sont toujours les mêmes femmes. Il faudrait du nouveau. Tâchez donc d'en inviter une, tiens, une idée. Je vais prier ce gros homme d'amener la femme qu'il promenait l'autre soir aux variétés. Il parlait du chef de bureau ensommeillé au milieu du salon. Fauchery s'amusa de loin à suivre cette négociation délicate. Vendeuvre s'était assis près du gros homme qui restait très digne. Tous deux parurent un instant discuter avec mesure la question pendante, celle de savoir quel sentiment véritable poussait la jeune fille à entrer en religion. Puis le comte revint, disant « Ce n'est pas possible,
Il jure qu'elle est sage. Elle refuserait. J'aurais pourtant parié l'avoir vue chez Laure. « Comment, vous allez chez Laure ?» murmura Fauchery en riant. « Vous vous risquez dans des endroits pareils. Je croyais qu'il n'y avait que nous autres, pauvres diables. » Et mon cher, il faut bien tout connaître. Alors ils ricanèrent. Pardon. Les yeux luisants, se donnant des détails sur la table d'hôte de la rue des Martyrs, où la grosse Laure pied de fer pour 3 francs faisait manger les petites femmes dans l'embarras. Un joli trou, toutes les petites femmes baisaient Laure sur la bouche. Et comme la comtesse Sabine tournait la tête, ayant saisi un mot au passage, ils se reculèrent, se frottant l'un contre l'autre, égayés, allumés. Près d'eux, ils n'avaient pas remarqué Georges Hugon, qui les écoutait en rougissant si fort qu'un flot rose allait de ses oreilles à son cou de fille. Ce bébé était plein de honte et de ravissement. Depuis que sa mère l'avait lâché dans le salon, il tournait derrière Madame de Chézeul, la seule femme qui lui parut chic. Et encore, Nana l'enfonçait joliment. « Hier soir, disait Madame Hugon, Georges m'a menée au théâtre. Oui, aux Variétés, où je n'avais certainement plus mis les pieds depuis 10 ans. Cet enfant adore la musique. Moi, ça ne m'a guère amusé, mais il était si heureux. On fait des pièces singulières aujourd'hui. D'ailleurs, la musique me passionne peu, je l'avoue. »« Comment, madame, vous n'aimez pas la musique ?» s'écria Madame du Joncois en levant les yeux au ciel. « Est-il possible qu'on n'aime pas la musique ?» Ce fut une exclamation générale. Personne n'ouvrit la bouche de cette pièce des Variétés à laquelle la bonne Madame Hugon n'avait rien compris. Ces dames la connaissaient, mais elles n'en parlaient pas. Tout de suite, on se jeta dans le sentiment, dans une admiration raffinée et extatique des maîtres. Madame du Joncois n'aimait que Weber. Madame Chantrot tenait pour les Italiens. Les voix de ces dames s'étaient faites molles et languissantes. On eût dit devant la cheminée un recueillement d'église, le cantique discret et pâmé d'une petite chapelle. « Voyons, » murmura Vandeuvre en ramenant Fauchery au milieu du salon. « Il faut pourtant que nous inventions une femme pour demain. Si nous demandions à Stenner... » « Oh non, Stenner, dit le journaliste, quand il a une femme, c'est que Paris n'en veut plus. » Vandeuvre, cependant, cherchait autour de lui. « Attendez, reprit-il, j'ai rencontré l'autre jour Fourcamont avec une blonde charmante. Je vais lui dire qu'il l'amène. » Et il appela Fourcamont. Rapidement, ils échangèrent quelques mots. Une complication dut se présenter car tous deux, marchant avec précaution, enjambant les jupes des dames, s'en allèrent trouver un autre jeune homme avec lequel ils continuèrent l'entretien dans l'embrasure d'une fenêtre. Fauchery, restée seule, se décidait à s'approcher de la cheminée au moment où Madame du Joncois déclarait qu'elle ne pouvait entendre jouer du Weber sans voir aussitôt des lacs, des forêts, des levées de soleil sur des campagnes trempées de rosée. Mais une main le toucha à l'épaule tandis qu'une voix disait derrière lui « Ce n'est pas gentil. »« Quoi donc ?» demanda-t-il, en se tournant et en reconnaissant la Faloise. « Ce souper pour demain, tu aurais bien pu me faire inviter ?» Fauchery allait enfin répondre lorsque Vandeuvre revint lui dire « Il paraît que ce n'est pas une femme à Fourcamont, c'est le collage de ce monsieur là-bas. Elle ne pourra pas venir. » Quelle déveine. Mais j'ai racolé tout de même Fourcamont. Il tâchera d'avoir Louise du Palais Royal. Monsieur de Vandeuvre demanda à Madame Chantrot, qui haussait la voix. « N'est-ce pas qu'on a sifflé Wagner dimanche ?»« Oh, atrocement, madame, répondit-il en s'avançant avec son exquise politesse. Puis, comme on ne le retenait pas, il s'éloigna. Il continua à l'oreille du journaliste. « Je vais encore en racoler. Ces jeunes gens doivent connaître des petites filles. » Voilà. Je vais terminer cette lecture et je vais la poursuivre juste après. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté lire Nana d'Émile Zola. Je vous embrasse bien fort.